BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF. Merci d'être avec nous, Jean-Bernard Lévy. Beaucoup d'actualités autour de vous. On va revenir évidemment sur les déclarations du Premier ministre hier. Il y a la question des tarifs d'électricité, il y a la fermeture de Fessenheim, il y a l'EPR de Flamanville, il y a la régulation, et puis il y a le plan Hercule de transformation d'EDF que vous devez conduire, en tous les cas, d'ici 2022. Beaucoup de questions. D'abord, moi j'en ai une, évidemment, vous y attendez forcément. L'État actionnaire, est-ce que, à hauteur, là, c'est pas 15% comme chez Renault, vous, c'est près de 85%. 85. Oui, en attendant peut-être 100%, on va y revenir bien sûr. Est-ce que l'État actionnaire est un très mauvais actionnaire ? Quand vous dirigez une entreprise, par définition, il y a un actionnaire. Alors vous pouvez être le propriétaire de l'entreprise, ou l'entreprise peut être dirigée par un manager, c'est mon cas. Ce manager peut avoir un actionnaire public, c'est mon cas. Il peut avoir un actionnaire familial, il peut avoir un actionnariat très diversifié. C'était mon cas chez Vivendi. Je crois que le manager doit s'adapter, et moi je vis depuis maintenant bientôt 5 ans avec l'État comme actionnaire très majoritaire. Donc vous dites donc il faut en permanence être à l'écoute de l'actionnaire, dialoguer avec lui, essayer un petit peu aussi de réfléchir avec lui à l'avenir et chacun dans son rôle. Donc vous dites à Jean-Dominique Sénard qu'il faut être un manager et composer avec son actionnaire. C'est ça le message que vous lui envoyez. Je n'ai certainement pas de conseils à donner à Jean-Dominique que je connais bien. Je dis simplement, vous me posez la question, comment fait-on avec l'État actionnaire ? Je dis, on passe du temps avec lui à comprendre quels sont ses objectifs, à essayer de faire en sorte que l'entreprise soit bien défendue. Moi je défends l'entreprise, c'est la mission qu'on m'a donnée, que l'actionnaire m'a donné. Avale-t-on plus de couleuvres lorsque l'État est actionnaire que lorsque c'est un actionnaire privé ? Je crois que, d'abord, il faut rappeler qu'une entreprise, elle est dirigée par son conseil d'administration. Donc l'État s'exprime à travers le conseil d'administration ou bien à travers des politiques publiques, puisque nous sommes dans des métiers qui sont très fortement régulés. Donc il faut bien distinguer ce qui relève de l'État actionnaire et de l'État régulateur à travers les politiques publiques. Et donc nous essayons de le faire de façon à concilier les intérêts des différentes politiques publiques, y compris de la politique de l'État en tant qu'actionnaire d'EDF. Comment avez-vous réagi, donc en tant que patron d'EDF, au discours très écologique, en tous les cas c'est ce qu'il voulait être, du Premier ministre hier lors de son discours de politique générale en disant qu'il fallait accélérer cette transition écologique, et puis il a fait quelques annonces qui vous concernent évidemment directement, notamment sur la fermeture de Fessenheim. Est-ce que qu'est-ce que vous êtes dit Peut-être avant de répondre sur le fond, je voudrais vous dire que la fermeture de Fessenheim, c'est une confirmation. C'est l'application de la loi qui a été votée en 2015, donc il y a maintenant 4 ans. Et que cette loi va nous amener à fermer Fessenheim. Le ministre François de Rugy l'a annoncé d'ailleurs sur place. Nous y sommes allés ensemble, c'était en janvier dernier. Et les 2 réacteurs de Fessenheim fermeront en 2020, le premier fin février et le deuxième à l'été 2020. C'est une confirmation de la part du Premier ministre. Maintenant, si on prend plus le fond des choses, je crois avoir entendu dans le discours du Premier ministre la volonté de concilier le développement économique et industriel. Il a beaucoup rappelé son propre parcours en tant que Havrais, n'est-ce pas, dans une ville d'industrie comme Le Havre, son propre parcours. Et puis il a aussi donné une vision de l'écologie moderne, si je puis dire. Et EDF est très à l'aise avec cela. D'abord parce que c'est l'actionnaire qui s'exprime, bien sûr, et aussi parce que c'est exactement ce que nous cherchons à faire à travers Cap 2030, que j'ai lancé avec l'accord de l'État actionnaire à mon arrivée, il y a un peu plus de 4 ans. Cap 2030, c'est la stratégie d'EDF qui doit à la fois fournir une électricité compétitive, mais fournir une électricité décarbonée, lutter contre le réchauffement climatique. C'est comment ces 2 objectifs se concilient que EDF essaye de travailler depuis quelques années. Et vous voyez le rôle majeur que prend EDF dans le développement des énergies renouvelables pour justement faire en sorte que nous ayons, à partir d'une énergie qui est déjà décarbonée, un rôle majeur pour électrifier le logement, l'industrie, les transports qui aujourd'hui font beaucoup appel à des énergies fossiles. On va revenir sur tous qui vont ces sujets qui sont essentiels. Qui vont progressivement migrer vers des usages électriques qui seront largement à base d'énergie renouvelable. Je voudrais qu'on parle de ce plan qui est effectivement sous-jacent à vos propos, Jean-Bernard Lévy. Le plan Hercule, en fait. Donc l'État vous a demandé, en fait, de travailler à la transformation. Certains disent même démantèlement, mais en tous les cas, la transformation d'EDF avec d'un côté le nucléaire et d'un côté, justement, les énergies renouvelables, les services,
les transports. Vous avez, enfin en tous les cas, c'est ce que vous deviez faire, j'imagine que vous l'avez fait, envoyer une lettre le 31 mai dernier pour expliquer justement cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous recherchez et surtout, qu'est-ce que va devenir EDF ? Est-ce que EDF, voilà, qu'est-ce que ça va devenir ? Je voudrais juste répondre avec quelques idées forces. La première, c'est que le président de la République, dans son discours de novembre 2018, donc il y a 6 mois, 7 mois, le président de la République dit lui-même EDF restera un groupe intégré. Donc il ne s'agit en rien d'un démantèlement ou je ne sais quel mot qui est utilisé. Il s'agit d'organiser différemment EDF pour que nous puissions jouer un rôle majeur dans la transition énergétique, tout en continuant à mener nos missions de service public. Mais en même temps, devant le Sénat, vous avez dit qu'il y aurait 2 bilans. Une entreprise avec 2 bilans, c'est pas une entreprise intégrée. Nous ne serions pas la première entreprise dans laquelle une société en contrôle majoritairement une autre et utilise le bilan de la société fille pour faire levier des actifs et de la croissance et lui permettre de bien se développer. Il y aurait une holding, deux entités. Non, il y aurait, d'abord, vous avez raison de dire il y aurait. Nous avons devant nous encore 6 mois de travail avant que je formule des recommandations au gouvernement. Ce travail, je le fais en transparence. J'y associe le conseil d'administration, j'y associe les organisations syndicales avec lesquelles nous avons déjà travaillé. Nous avons dans quelques jours une nouvelle réunion de travail avec les organisations syndicales. J'y associe les managers. Nous avons réuni 300 managers pour parler de ce sujet-là la semaine dernière. Et donc il y a tout un travail aussi d'explication à l'intérieur de l'entreprise. On va le faire ensemble justement. Avec toutes les parties prenantes. L'objectif, c'est de répondre à une demande du gouvernement, du président de la République en l'occurrence, que je formule des recommandations à la fin de l'année, savoir si on peut mieux utiliser EDF avec toutes ses qualités, ses compétences, ses actifs, sa recherche, de façon à être un acteur majeur de la transition énergétique, alors que nous sommes aujourd'hui entravés par une régulation qui date d'il y a 2010, 2011. On ne parlait pas à l'époque de lutte contre le réchauffement climatique. En tout cas, ce n'était pas l'urgence climatique que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, avec évidemment le problème d'endettement qui est le nôtre, qui est directement la conséquence de la régulation de la production nucléaire à travers l'ARENH et qui nous entrave dans notre développement. Donc vous avez 30 milliards, plus après il y a évidemment il y a le aussi financement des engagements hors bilan. Du maintien des centrales. Donc voilà. D'un côté, il y aurait le nucléaire, on est bien d'accord ? Et donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de donner à EDF les meilleures perspectives possibles pour continuer dans les décennies qui viennent à jouer son rôle pour que les Français continuent à avoir une électricité compétitive, disponible. Je rappelle qu'il y a des pays où il y a des coupures, y compris des grands pays où il y a des coupures. Compétitive, disponible, génératrice d'emplois, notamment la filière nucléaire. J'étais hier dans une ETI qui s'appelle Bocard, qui est une ETI de la région lyonnaise, il y a 2000 emplois qui sont directement liés à l'avenir de la filière nucléaire. Donc il y a des emplois qualifiés, c'est une entreprise qui exporte. Et puis une électricité décarbonée. Alors il y a différents scénarios qui peuvent circuler. Celui qu'en effet j'ai décrit devant le Parlement il y a quelques semaines est un scénario dans lequel nous gardons un groupe intégré. Et puis, nous pouvons mettre dans une filiale qui lève de l'argent sur ses actifs un certain nombre d'activités liées à la transition énergétique de façon à accélérer le développement d'EDF dans la transition énergétique. Mais est-ce qu'on pourrait avoir, pardon Jean-Bernard Lévy, mais parce que j'ai lu effectivement vos déclarations, c'est pour ça que j'essaie d'en savoir un petit peu plus. Donc on pourrait avoir la partie nucléaire avec l'État qui resterait, qui serait même actionnaire à 100% et avoir une fille, comme vous dites, là où pour le coup, vous pourrez lever de l'argent qui serait coté en bourse. C'est ça, grosso modo, les lignes. Faire levier des actifs que nous avons dans les réseaux qui se numérisent. On voit avec le compteur Linky, d'ailleurs, que la productivité s'améliore grâce au compteur Linky. On voit que de nouveaux services sont disponibles pour les Français. Nous allons lancer la semaine prochaine de nouveaux services disponibles pour les Français. Ils sont près de 20 millions qui ont déjà un compteur Linky. On voit le développement des énergies renouvelables, on voit le développement de la partie service d'efficacité énergétique. Et d'ailleurs, le Premier ministre hier a dit qu'il voulait développer les services d'efficacité énergétique et nous en sommes bien sûr très, très heureux. Nous sommes le principal acteur de ce domaine en France. Donc nous allons avoir besoin de davantage de moyens pour se développer dans ces domaines, mais nous aurons aussi toujours besoin d'un socle nucléaire qui est très important en France, qui nous donne un avantage compétitif majeur. Et il s'agit que sur ces deux jambes, le groupe EDF continue à avancer
y compris la jambe nucléaire, bien évidemment. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous passer de nucléaire. Et d'ailleurs, dans sa grande sagesse, le projet de loi que le gouvernement porte actuellement devant le Parlement renvoie à 2035 l'objectif qui était, il faut le dire, un peu prématuré et qui avait été fixé à 2025. Et là, l'État serait uniquement actionnaire. C'est à l'État d'en décider. Aujourd'hui, la société EDF est cotée. Est-ce que l'État décidera le moment venu de garder EDF cotée ou pas? Je ne formulerai pas de recommandation sur ce sujet, c'est à l'actionnaire d'en décider. Oui, mais en même temps, pourquoi pas de recommandation de votre part, notamment par rapport à, je ne sais pas, aux actionnaires d'EDF qui nous écoutent? Les actionnaires d'EDF qui nous écoutent devront s'adresser à l'État pour savoir si l'État souhaite garder ou non EDF en bourse. Aujourd'hui, EDF est en bourse et je n'ai pas connaissance qu'il y ait de mouvements prévus à cet égard, que les actionnaires ne s'inquiètent pas. Hein. Vous faisiez référence au président Macron, il a dit, pour la construction de nouveaux EPR qu'il souhaite, il a dit il faudrait que d'abord l'EPR de Flamanville puisse démarrer. On va quand même rappeler qu'il y a 2 EPR chinois qui, pendant ce temps-là, eux, ont été... ça y est, Merci de le démarré, dire. Il y a 2 EPR en Chine. Voilà. Le premier tourne très bien depuis 6 mois et le deuxième démarre. Voilà. Flamanville, on attendait la décision de l'ASN. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas. Ça va être retardé de combien de temps? 2 ans, 3 ans d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Flamanville, d'abord dire que le chantier est pratiquement terminé. Oui. Mais que nous avons en effet des questions de qualité de soudure, Nous avons depuis quelques semaines accéléré les travaux avec l'ASN. Nous discutons avec l'ASN. C'est l'ASN qui va trancher dans quelques semaines. Donc je ne sais pas répondre précisément. Maintenant à peu près. Je ne sais pas répondre à la place de l'ASN sur son calendrier. C'est à l'ASN de fixer son propre calendrier. Et bien évidemment, nous appliquerons les décisions de l'ASN sur la manière de reprendre ces soudures, parce que nous avons fait des propositions sur la manière de reprendre ces soudures. Flamanville, est-ce que ça va ouvrir d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, vous pensez? Mais ça ouvrira lorsque l'ASN aura donné son accord. Oui. Pour, de la même façon que l'autorité chinoise a donné son accord au démarrage de Taishan. Et croyez bien que c'est un vrai travail que nous respectons que d'autoriser une installation nucléaire neuve à fonctionner. Et donc, le calendrier de Flamanville est très dépendant. Ça ne change rien, si, quand même. Bien sûr que ça change. Ah oui. Le calendrier de Flamanville dépendra très, très directement des décisions que le collège de l'ASN sera amené à prendre. Vous redoutez cette décision? Je crois que c'est dans les prochaines semaines, mais je ne sais pas vous donner un calendrier. Vous redoutez cette décision? Nous appliquerons les dispositions que la loi a confiées à l'ASN. L'ASN, par la loi, décide de ce qu'il en est de la sûreté nucléaire et nous appliquerons évidemment les prescriptions, les décisions de l'ASN. On va parler d'un point qui est très important, vous l'avez déjà mentionné, c'est la question de la régulation des tarifs. Il y a aussi l'augmentation des tarifs. Je voudrais revenir sur un point. Hier, dans sa déclaration, le Premier ministre a dit qu'il allait négocier avec la Commission européenne, je cite, une nouvelle régulation du prix de l'électricité pour que les Français bénéficient davantage de la stabilité et de la compétitivité que nous donnent nos investissements du passé. Comment faut-il interpréter ça? Je ne vais pas faire l'exégèse des propos du Premier ministre. Je voudrais simplement rappeler que depuis des années, EDF n'est pas heureux de la régulation du nucléaire qui a été mise en place il y a 10 ans et qui nous semble aujourd'hui dépassée. Elle a été mise en place à un moment où EDF avait tout le marché des particuliers et il s'agissait de contraindre EDF à vendre à un prix qui est bas de l'électricité aux concurrents d'EDF de façon à ce que ceux-ci puissent nous prendre des parts de marché. C'est fait. Ils nous ont pris des parts de marché. Chaque mois, nous perdons des clients. Combien? 100 000? Nous perdons des clients parce que tout est organisé pour que nous perdions des clients. C'est le principe assez simple à comprendre qu'on appelle de contestabilité. Mais maintenant, nous disons, ça suffit. On ne peut pas en permanence faire qu'EDF, qui a fait tous les investissements, subventionne des distributeurs d'électricité, des fournisseurs vis-à-vis des Français, qui eux ne font aucun investissement. Toute la charge porte sur EDF et nos concurrents, ils se contentent d'attendre que nous leur fournissions à un prix qui est bas de l'électricité pour qu'ils viennent nous concurrencer. Donc on dit ça suffit. Pour vous, c'est une victoire quand même ce qu'a dit en l'occurrence hier le Premier ministre. Nous avons besoin de cette nouvelle régulation qui nous amènera à ce que la production nucléaire, le Premier ministre l'a dit, reste disponible pour tous les Français à un prix intéressant. Mais où ce ne sera plus EDF qui va subventionner ses concurrents. Parce qu'on peut imaginer que pendant 3 ou 5 ans, on subventionne des concurrents pour qu'ils émergent. Enfin, vous voyez bien aujourd'hui les grands groupes français et quelquefois étrangers qui viennent sur notre marché et qui, avec peu d'investissement, viennent faire beaucoup d'argent aux dépens d'EDF.
Et EDF, c'est quand même l'entreprise publique. Donc à un moment, on a dit, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ouais. Et je crois qu'on a été écouté. Vous avez écouté, donc pour vous, ça va dans le bon sens. Est-ce que justement, on se trompe pas un tout petit peu de discours en disant la concurrence, ça va faire baisser les prix? Est-ce que les prix de l'électricité ne vont plus jamais baisser? Ils vont toujours augmenter? Dans les proportions, évidemment. Je crois qu'il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays. Dans les autres pays, les prix de l'électricité, et c'est très bien dit par le régulateur indépendant, le président Carinco l'a très bien exprimé, dans les autres pays, les prix de l'électricité récemment ont plus augmenté qu'en France. Parce qu'en France, nous avons un effet modérateur de la régulation des prix du nucléaire. Et il a dit dans des documents tout à fait publics, lorsqu'il a dit au gouvernement, voilà, il faut que les prix de l'électricité augmentent, il a dit, mais vous savez, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, c'est 8%, c'est 10%. Et en France, c'est jamais agréable, mais c'est moins. Donc nous avons devant nous un sujet qui est majeur, c'est est-ce que la France va garder cet avantage compétitif? Il est né pour les industriels, c'est essentiel. C'est essentiel pour les industriels et puis pour les ménages, c'est pas désagréable. Quand on habite de l'autre côté de la frontière, en Belgique, en Allemagne, en Italie, on paye son électricité nettement plus cher. Le curseur, il est où à vos yeux, Jean-Bernard Lévy? Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est que cette nouvelle régulation, le Premier ministre l'a très bien dit, continue à donner aux Français, que ce soit des entreprises, que ce soit des ménages, que ce soit des artisans, des commerçants, continue à donner aux Français une électricité moins chère que ce qu'on peut trouver chez nos voisins. Et c'est bien le travail que nous faisons, où nous soutenons le gouvernement qui va aller discuter cela à Bruxelles, comme l'a dit le Premier ministre. Vous perdez combien de clients par mois? Alors on a perdu l'année dernière environ 1 million de clients, mais je voudrais rappeler qu'on en a regagné 300 000. Il y en a quand même 300 000 qui sont partis et puis qui sont revenus en disant non, vraiment là c'est pas possible, on comprend rien aux factures. Là de quelle période à quelle période? On comprend rien aux factures sur l'année. Nous en avons regagné 300 000 en 2018. Sur 2018, nous avons regagné 300 000. On en a perdu 1 million, on en a regagné 300 000. Mais je voudrais quand même rappeler d'abord que nous avons, comment dire, un comportement loyal. Je voudrais rappeler que certains de nos concurrents ont été condamnés par les tribunaux pour avoir fait des choses qui sont illégales. Je voudrais rappeler que tous nos centres d'appel sont en France. Donc quand vous appelez un centre d'appel EDF, vous allez avoir quelqu'un au téléphone qui fait un travail de répondre, de rendre service à celui qui l'appelle, mais qui vit la même vie que le Français qui l'appelle. Il n'est pas dans un pays étranger. Il comprend ce qui se passe dans son propre pays. Nous avons donc des emplois de centres d'appel, de centres de service, avec une très forte notion du service, qui est... Et puis je crois que nous avons aussi une grande qualité de facturation. La grande menace pour vous, c'est Total. En fait, ce qui vous a énervé, c'est de voir arriver Total sur votre terrain. Non, je dirais, aujourd'hui, on voit l'attrition progressive du marché du pétrole, avec le développement des véhicules électriques, peut-être un jour aussi du marché du gaz. Pour l'instant, non, parce que le gaz se développe beaucoup dans le monde, mais la consommation de gaz baisse en France. La consommation d'essence, elle va nécessairement baisser avec l'avènement du véhicule électrique. Et donc, on voit des gens qui sont sur des métiers en attrition, qui viennent sur nos métiers. C'est bien la preuve que l'électricité, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, c'est ce que disent toutes les agences internationales, toutes les conférences. Et donc, quand vous voyez Engie et Total l'avenir, c'est l'électricité. vous dites, on dit, on est content parce que c'est bien notre métier. On a bien l'intention de se développer sur notre métier. Nous, on n'a pas besoin d'aller sur le métier des autres. Hier, on a compris le message. En tous les cas, à mon avis, Patrick Pouyanné, Isabelle Kocher, ils ont bien compris le message, sans doute. Lorsque hier, le Premier ministre a expliqué que donc l'éolien offshore était vraiment la voie d'avenir. Vous êtes très présent et vous avez une filière justement d'énergie offshore. Est-ce que justement dans l'évaluation des prix de l'électricité, il y a des subventions à l'énergie renouvelable? Et c'est pour ça que ça coûte cher aussi l'électricité. Est-ce que vous dites maintenant peut-être qu'il faut arrêter, que ça soit nous les Français qui subventionnons l'énergie renouvelable? On n'y est pas tout à fait en France. On n'y est pas tout à fait. Parce que notamment les régimes d'ensoleillement ne sont pas aussi bons que dans des pays très désertiques où le soleil brille à peu près tout le temps. Mais que ça soit le solaire, que ça soit l'éolien offshore, aujourd'hui on a un prix des énergies renouvelables qui se rapproche du prix qu'on obtient avec des énergies traditionnelles. Raison de plus pour nous de faire cette grande mutation dans laquelle, je reviens à notre première conversation, dans CAP 2030, nous avons besoin de nucléaire et de renouvelables. Et EDF se développe. Le plan solaire en France que j'ai lancé il y a 2 ans, c'est bien la volonté d'EDF de prendre une part de marché importante, 30% sur le marché du solaire en France. Par exemple, savez-vous que nous sommes le numéro 1 aujourd'hui, à travers notre filiale ENRS, de l'autoconsommation, c'est-à-dire des gens qui ont des maisons
qui installent des panneaux solaires sur leur maison et qui consomment directement l'énergie solaire qui est fournie par ces panneaux solaires. Et puis bien sûr, ils gardent une connexion avec le réseau pour les moments où il n'y a pas de soleil. Nous sommes le numéro 1. Chaque année, nous faisons 5 000, 6 000, ça sera bientôt 10 000 maisons qui sont équipées comme ça en autoconsommation. C'est l'avenir. Et nous sommes très présents sur ce marché et nous allons rester. Sur l'offshore, est-ce que c'est l'avenir? Parce qu'il y a un vrai problème de rentabilité du reste des éoliennes offshore. Madame Chevrillon, je crois qu'il faut attendre quelques jours ou quelques semaines avant de voir que la baisse des prix de l'offshore que nous avons constaté en dehors de France, parce qu'en France, il n'y a pas eu d'appel d'offres sur les éoliennes offshore depuis, si ma mémoire est bonne, 6 ans. Avec un trou. Depuis 6 ans. Donc, de 2011 et 2013, les 2 premiers appels d'offres. Nous avons d'ailleurs gagné les premiers de 2011, et puis en 2013, il y en a eu d'autres. Là, il y en a un, on est en 2019, qui va être annoncé dans quelques temps, et je crois que les prix montreront une chute assez forte, même très forte, entre ce qui a été fait dans la période 2011-2013, où c'était une industrie émergente, et ce qui est possible de faire aujourd'hui en 2019. Il y a aujourd'hui plus de 4500 éoliennes offshore, mâts, plus de 4500 mâts qui sont installés en Europe. Il n'y en a pas encore en France. Le Conseil d'État a libéré le dossier de Saint-Nazaire il y a seulement quelques jours. Et donc, on va probablement commencer à construire Saint-Nazaire dès cette année, maintenant que le Conseil d'État a jugé. Et puis, on va voir une baisse des prix de l'offshore. Et le Premier ministre a dit hier qu'il allait renforcer les efforts faits en France pour développer cette production d'électricité à base d'éoliennes offshore. Et nous en sommes très heureux. Les centrales à charbon, celles du Havre, qui vont être fermées. Alors, nous avons en effet... Ça renchérit aussi le coût d'électricité. Nous allons en effet fermer la centrale du Havre. Quand ? Ça a été annoncé il y a quelques jours aux organisations syndicales, donc ça sera pendant l'année 2021. 21, voilà. Oui, d'accord, ça c'est un point. Ça a été annoncé localement et ça a été préparé avec les représentants du personnel. Et comme toujours, lorsque EDF ferme des installations, nous sommes très attentifs à l'avenir des personnes, à l'avenir aussi des entreprises sous-traitantes sur le site. Donc nous avons un dispositif d'accompagnement territorial très soigné et je profite de ces instants pour vous le dire. Oui, c'est important, surtout en ce moment. Juste 2 points rapidement, mais juste donc le prix de l'électricité, il ne va plus baisser. Le prix de l'électricité n'est pas fixé par EDF. Je dirige une entreprise qui ne fixe pas le prix de son principal produit. Oui, donc mais je ne sais pas répondre. D'après vos arguments, on voit bien que le prix de l'électricité ne va plus baisser. Je ne sais pas répondre à cette question, Madame Chevrillon. Le prix de l'électricité pour les Français n'est pas fixé par EDF. Un point, Jean-Bernard Lévy, important aussi, la question des retraites des agents d'EDF. Comment ça va s'insérer dans le projet qui est conduit par Jean-Paul Delevoye, le commissaire en charge justement de la réforme des retraites? C'est un sujet qui est très technique. Très compliqué technique, et très sensible. Nous aurons, lorsque M. Delevoye, je crois que c'est en juillet, dont les journalistes aura rendu sa copie. Lorsque nous connaîtrons de façon plus détaillée le projet que Jean-Paul Delevoye aura travaillé, alors nous travaillons avec lui, mais nous ne connaissons pas ses conclusions, nous aurons chez EDF à regarder précisément ce que ça veut dire pour nous, et il y aura évidemment tout un travail d'application chez EDF de la grande réforme des retraites qui a été confirmée hier par M. Philippe. Pour avoir un régime faire partie du régime généralisé. Il n'y aura pas d'exception EDF. Il me semble que déjà depuis quelque temps, le président de la République, confirmé par le Premier ministre, ont dit qu'il n'y aurait plus de régimes spéciaux. Mais ils ont dit aussi que les avantages acquis seraient maintenus. Et donc nous allons voir comment tout ça est concilié dans la réforme que M. Delevoye annoncera. Merci. Pardon, encore une précision, parce que je suis sûr d'avoir bien compris. Pour l'instant, il n'y a pas de construction d'EPR. Vous ne travaillez pas sur la construction d'EPR. Nous sommes en train de construire... Non, mais en dehors de ce... 2 EPR à Hinkley Point, en Grande-Bretagne. Les délais sont tenus. J'ai une bonne information à vous donner. Nous avions un objectif de terminer, c'est un peu technique, de terminer en juin, c'est un objectif public, terminer en juin, la construction du premier béton nucléaire, le radier, la couche basse du bâtiment nucléaire. Nous sommes parfaitement dans les temps, nous sommes en juin, et d'ici à la fin du mois, ça sera terminé. Donc vous pourrez construire des EPR en France le jour où on vous demandera de le faire. Et on m'a même demandé de le proposer, puisque le président de la République a demandé que EDF propose en 2021, mi-2021, l'ensemble d'un projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Mais évidemment, ça dépend de Flamanville, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Bernard Lévy. On voit que beaucoup de dossiers sur la table, ça ne fait que évoluer et bouger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Le patron d'EDF était donc notre invité. Dans un instant, c'est le président de l'Institut de l'entreprise et président de Veolia, Antoine Frérot, qui sera notre invité. À tout de suite.